Alors, il y a deux propositions dans votre question que je serais tenté de séparer en vous répondant que oui, c'est insupportable, mais que je n'ai aucune crainte quant au fait que la traduction pourrait être une pâle copie. C'est insupportable parce que le traducteur ou la traductrice sont en fait les personnes qui connaissent le mieux votre livre et qui donc, de ce fait, vous connaissent le mieux parce qu'elles vous voient d'une certaine manière tout nu. Je me rappelle la traduction de deux de mes ouvrages par un traducteur japonais, un ami qui était un traducteur très compétent et très sérieux et qui avait entrepris de me traduire avec beaucoup de soin et il a relevé beaucoup d'erreurs dans mes livres, que ce soit des erreurs de traduction par rapport aux manuscrits originaux, il s'agissait de livres sur Agatha Christie ou bien Conan Doyle, que ce soit des maladresses, des erreurs de logique, l'utilisation ici d'un donc, là-bas d'un néanmoins. Mais pourquoi est-ce que tu as mis donc, me disait-il. Moi, je ne sais plus du tout pourquoi j'ai mis donc il y a quelques années. Je me rends compte que il a raison, ça n'est pas donc qu'il faut mettre. Et donc le traducteur vous lit ligne à ligne, lettre à lettre, et donc il découvre votre manière de penser, vos erreurs, vos facilités, et de ce fait, vous êtes, comme je le disais, quasiment tout nu en face de lui. L'autre partie de votre question, c'est est-ce que je pourrais craindre que ce soit une pâle copie. Non, je dois dire que je fais tout à fait confiance aux traducteurs et aux traductrices et je n'ai pas du tout cette inquiétude. Surtout que je pense que la traduction est une recréation de l'œuvre, comme peut l'être une adaptation cinématographique. Donc c'est une autre œuvre. Je n'ai aucune raison d'empiéter sur les droits, sur la liberté, sur l'autonomie d'un autre créateur, d'une autre créatrice. Très fier quand je suis traduit, peut-être plus encore quand c'est des cultures lointaines, des langues qui me sont très étrangères. Je me dis que cette expérience est une formidable possibilité de rencontre entre des univers individuels et des univers culturels différents. Et je n'ai aucune crainte, comme je le disais un peu plus haut, pour moi la traduction c'est une recréation. Et j'espère bien que mes traducteurs et mes traductrices n'hésitent pas à créer, à inventer même un univers propre en tenant compte de leur sensibilité, de leur personnalité, de la culture spécifique dans laquelle elles ou ils vivent. Il y a un texte d'un écrivain hongrois que j'aime beaucoup qui s'appelle Le traducteur kleptomane et qui raconte l'histoire d'un voleur, d'un kleptomane qui un jour devient traducteur et il continue à pratiquer la kleptomanie. C'est-à-dire il vole des objets dans les textes. Et si par exemple il traduit un texte dans lequel il y a 12 chandeliers, eh bien il en met 10 et il en garde 2 pour lui. Je trouve que c'est une formidable allégorie de la traduction et du droit pour la traductrice ou le traducteur d'être créateur. Comme vous le savez sans doute, j'ai créé un mode de lecture critique des textes qui s'appelle la critique interventionniste, qui consiste à ne pas rester inactif devant les œuvres, mais à les transformer, à les améliorer, à les transposer dans le monde contemporain, à contester ce que dit l'auteur. Je pense que cette possibilité de kleptomanie ou d'interventionnisme est encore plus grande quand il s'agit d'une culture éloignée et j'espère bien que mes traductrices et mes traducteurs dans des pays lointains ne se privent pas d'améliorer ou de transformer mes textes. Alors là, vous évoquez un livre de moi qui s'appelle Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, qui a été l'objet de beaucoup de succès, mais aussi d'un formidable malentendu, parce que beaucoup de lectrices et de lecteurs, de journalistes, ont pensé que le but du livre était de dissuader de lire,
ou bien réellement, comme le titre humoristique y invitait, de donner des conseils sur la manière en société de parler de livres que l'on n'a pas lus. Le malentendu s'est aussi manifesté dans le fait que beaucoup de personnes ont pensé que ce livre les déculpabilisait, alors que ce n'était pas non plus le but du livre. Quand je l'ai commencé, ce qui m'intéressait, c'était une situation que j'avais remarquée dans laquelle deux personnes parlaient de livres qu'elles connaissaient mal, ou bien qu'elles avaient lus et qu'elles avaient un peu oubliés, ou bien même qu'elles n'avaient pas lu du tout. Et je trouvais ce type de conversation intéressante à étudier sur le plan de la communication, pour montrer en fait comment, de manière régulière, nous intervenons sur les textes, nous les transformons, nous partons de souvenirs imprécis à propos des textes, comme nous en avons souvent à propos des films. Donc le but n'était pas de déculpabiliser les gens. Il semble que ce livre ait eu ce résultat auprès d'un certain public. Je me réjouis si il a pu atténuer la part de souffrance en ce monde, mais ça n'était pas le but originel, qui était plutôt de réfléchir sur la manière dont nous rencontrons les œuvres et sur ce que j'ai appelé un peu plus haut, en répondant à votre question, la part d'interventionnisme, c'est-à-dire la part de créativité que nous avons quand nous parlons des œuvres et au-delà des œuvres de nombreux objets culturels.